Donc, je me présente, c'est Mohamed Aïb Salim Dafé, député à l'Assemblée nationale. Je suis président de la commission des délégations. Donc, je suis ici avec M. Biram Souley Diop, qui est député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Donc, vous verrez que pour ce point de presse, nous sommes seulement 2 députés. Donc, parce que dans un premier temps, on avait prévu de le faire sous format interview. Mais vu qu'il y a plusieurs journalistes ici présents, nous avons décidé de le transformer en point de presse. Donc, pour plus d'efficacité, que la communication passe mieux. Par rapport au sujet du point de presse, ça va porter exclusivement sur l'examen et l'adoption du projet de loi portant Code de l'environnement. Donc, si vous suivez l'actualité, vous saurez que ce projet de loi portant Code de l'environnement a été adopté en séance plénière le 7 juin 2023 à l'Assemblée nationale. Et ce projet de loi a connu un certain nombre de péripéties et c'est pourquoi nous avons décidé de communiquer sur les différentes actions que nous avons menées en tant que parlementaires. Et finalement, après l'adoption de ce projet de loi par la majorité, nous avons décidé le 13 juin 2023 de saisir le Conseil constitutionnel pour demander l'annulation d'un certain nombre de dispositions qui ne nous paraissaient pas conformes à la Constitution. Donc ce recours est toujours en cours. Donc le Conseil constitutionnel a été saisi depuis le 13 juin 2023. Donc pour en revenir à ce projet de loi, il faut dire que quand nous avons reçu le projet de loi à l'Assemblée nationale portant Code de l'environnement, vu l'importance du thème et l'enjeu, les différents enjeux environnementaux et sociaux qui se posent pour les populations sénégalaises et en tout cas pour tous les territoires, nous avons décidé quand même de faire, en tant que parlementaire, de faire un travail préparatoire. Donc pour mieux comprendre le texte, pour comprendre les motifs de la révision, parce qu'il y a une loi de 2001 qui porte Code de l'environnement, c'est la loi numéro 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'environnement. Donc depuis 22 ans, c'est ce texte-là qui est en vigueur. Donc pourquoi le gouvernement a décidé de réviser ce texte-là, quelles sont les innovations de ce texte, quels sont les objectifs de ce texte. Pour nous, il était fondamental en tant que parlementaires de comprendre tout cela avant de pouvoir donner en tout cas notre avis pour adopter ou pour rejeter le texte. Donc bien avant l'examen du texte en commission, donc nous avons en tant que membre de la commission développement durable et transition écologique, qui est la commission qui est compétente pour tout ce qui est environnement à l'Assemblée nationale, décidé d'organiser un atelier de partage sur le projet de loi portant Code de l'environnement. Et cet atelier de partage sur le projet de loi portant Code de l'environnement, nous avons recherché et identifié un certain nombre de partenaires, dont d'abord l'ONG Natural Justice, donc qui nous a aidé à organiser cet atelier-là, et également le ministère du développement durable, de l'environnement et de la transition écologique, donc qui est le ministère qui porte le projet de loi et qui doit le défendre à l'Assemblée nationale. Et également, nous sommes allés vers un certain nombre de partenaires techniques et scientifiques, comme les universitaires, notamment le laboratoire d'études et de recherche en politique, droit de l'environnement et de la santé. Donc, et c'était des parlementaires de tous bords, qui soient des différents groupes politiques et même des non-inscrits, qui étaient présents à cet atelier de partage. On l'a tenu sur 3 jours, du 19 au 21 mai, donc à Dakar. Et nous avons passé en revue le bilan de l'application de la loi de 2001, le Code de l'environnement de 2001. Après ce passage en revue,
Donc les représentants du ministère de l'Environnement ont présenté le nouveau projet de loi et quelles sont aussi bien ses innovations que les objectifs et également les motifs de la révision. Donc pourquoi on révise la loi de 2001, pourquoi ce nouveau projet de loi. Donc tout cela a été passé en revue. À la suite de cela, nous avons fait un travail d'analyse et de diagnostic donc, de ce projet de loi et pour voir quelles sont les avancées et quelles étaient les insuffisances également, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc tout texte présente quand même de bons points, mais également des insuffisances. Et par rapport à ces insuffisances-là, nous avions identifié un certain nombre d'insuffisances et nous les avons transformées pour améliorer le texte en propositions d'amélioration. Donc ce travail a été fait de manière participative et inclusive. Donc aussi bien avec le ministère chargé de l'environnement, mais également avec des experts et des universitaires, donc, dont le laboratoire droit de l'environnement. Et par rapport à la formulation de recommandations, donc, on avait demandé d'améliorer tout ce qui était relatif à l'exposé des motifs. Parce que l'exposé des motifs du projet de loi portant code de l'environnement comportait un certain nombre d'insuffisances, puisqu'on avait énuméré, déjà il n'était pas conforme à la circulaire du gouvernement qui est relative à la présentation des textes législatifs et réglementaires, parce qu'un exposé des motifs, dans la circulaire, on dit que ça doit tenir sur 2 pages. Donc l'exposé des motifs qui nous était présenté était sur 3 pages. Donc il fallait réduire la taille de l'exposé des motifs et quand même clarifier certaines choses pour nous qui paraissaient un peu floues et apporter de la confusion, parce qu'on énumérait des conventions internationales, soit disant que le Sénégal doit prendre en charge, alors que ces conventions internationales qui étaient énumérées dans l'exposé des motifs étaient antérieures à 2001. Donc, et vous comprenez qu'en 2001, il y a eu un code de l'environnement. Donc, quand vous citez une convention internationale qui date de 82 et que vous dites que vous devez la prendre en compte en 2023, alors qu'il y avait le code de l'environnement de 2001, c'est comme si vous dites que le code de l'environnement de 2001 ne prenait pas en compte ces conventions internationales. Donc tout cela, il fallait le corriger. Sur le plan des définitions, également, nous avons proposé des définitions pour nous qui nous paraissaient importantes, qui devaient figurer dans le code de l'environnement, mais nous avons proposé d'améliorer la formulation également de certaines définitions. Les principes généraux, nous avions demandé de tenir compte de certains principes généraux pour qu'on ne peut pas avoir un code de l'environnement, parce que bon, le code de l'environnement, il n'y a pas que le Sénégal qui dispose d'un code de l'environnement. Donc c'est des textes, pratiquement tous les pays actuellement disposent de ces textes-là. Et quand on fait du droit comparé, on voit que dans tous les codes de l'environnement, on parle de principe de prévention. On parle du principe de non-régression. On parle également du principe de subsidiarité. Donc ces principes n'étaient pas dans le projet de loi. Également, une meilleure intégration des questions comme les changements climatiques, qui sont des questions qui sont d'actualité, avec les menaces comme l'érosion côtière, comme l'élévation du niveau de la mer, etc. Et également la prise en compte de la concertation en matière environnementale. Parce que quand on parle d'environnement, on parle de participation, on parle du principe d'accès à l'information, mais on parle également de la concertation. Et pour qu'il y ait concertation, il faut des cadres. Donc nous avions proposé également un cadre comme le Conseil national du développement durable. Donc il y a eu d'autres propositions comme le principe de la commande publique durable, l'économie circulaire, mais également la prise en compte des nuisances, au-delà des nuisances sonores qui sont prises en compte dans le code, dans le projet de loi. On demandait de prendre en compte un certain nombre de nuisances que les populations étaient en train de vivre. Donc, que ce soit des nuisances vibratoires, les nuisances olfactives, les nuisances visuelles ou lumineuses. Donc ça, c'était un certain nombre de propositions que nous avons faites. Et quand ces propositions-là, on a travaillé avec les représentants du ministère de l'Environnement, notamment la direction de l'environnement et des établissements classés, parce que le ministre était invité à cet atelier. On lui avait envoyé, au nom de la commission du développement durable, une invitation. Il avait désigné ses représentants qui ont travaillé avec nous. Et pour fournir ces propositions d'amélioration-là, il y a une synthèse qui a été faite, qui a été transmise à M. Alioune Ndoye, ministre chargé de l'Environnement. Donc, quand nous sommes arrivés, c'est-à-dire la procédure législative, au niveau de l'Assemblée nationale,
le travail commence déjà en commission. Donc, il y a un travail, une première étape, c'est l'examen du texte en commission. Donc, quand on est arrivé en commission, donc le ministre était présent le 23 mai 2023. Donc, le ministre lui-même, quand vous voyez dans le rapport, donc le rapport de la commission qu'on vous donnera et vous pourrez l'examiner, donc à la page 7, donc le dernier paragraphe, le ministre lui-même reconnaît la pertinence des propositions d'amélioration, en tout cas des recommandations que nous avons formulées lors de cet atelier de partage du projet de loi portant code de l'environnement et que ces services lui-même avaient jugé pertinent. Donc, et il avait demandé qu'on les transforme en amendements pour les intégrer dans le projet de loi. Donc, c'est sur ces conclusions-là, sur cet accord-là, que nous étions tombés d'accord, transformer les propositions d'amélioration en amendements. Donc, tout normalement, quand l'examen du texte a été programmé en séance plénière, donc après l'examen en commission, il y a eu l'examen en séance plénière, c'était le 7 juin 2023, donc nous avons présenté un certain nombre d'amendements, donc 22 amendements. 22 amendements, donc pour améliorer le code de l'environnement, renforcer le code de l'environnement, faire en sorte que le code de l'environnement soit au même niveau, en tout cas, que les autres codes au niveau international et dans les pays, en tout cas, qui sont avancés dans le domaine de l'environnement. Donc, parmi ces 22 amendements, on peut citer l'amendement sur l'exposé des motifs, un amendement sur les définitions, un amendement également sur les principes généraux, donc la prise en compte des principes de prévention, de non-régression et de subsidiarité, mais également, il y avait des amendements également sur la mise en place d'un Conseil national du développement durable comme cadre de concertation en matière d'environnement et que ce Conseil national du développement durable puisse être intégré dans la loi. Parce que quand on parle d'environnement, l'environnement est en réalité une compétence transversale. Donc, et vous savez que l'environnement fait partie des compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales. Mais il n'y a pas que le ministre chargé de l'environnement qui s'occupe des questions environnementales. Le ministre du pétrole et des énergies s'occupe des questions environnementales. Le ministre des mines s'occupe des questions environnementales. Le ministre des pêches, etc. Et même le ministre de l'agriculture. Donc, c'est une dimension transversale. Et pour prendre en compte cette transversalité-là et cette dimension intersectorielle, il faut des cadres de concertation. Donc, c'est pourquoi on avait proposé ce Conseil national du développement durable. Donc, entre autres amendements. Donc, un amendement également qui a été proposé, c'est dans le projet de loi, les associations de défense de l'environnement. Parce que l'environnement, effectivement, malgré la prévention, malgré le principe de précaution, malgré toutes les dispositions qui peuvent être prises, on se retrouve souvent dans des situations où l'environnement est agressé, où on voit qu'il y a des pollutions, on voit qu'il y a des nuisances. Et dans ce cas-là, le seul recours qui reste aux populations, souvent, c'est de saisir l'administration ou de saisir la justice pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Donc, il y a le principe, en tout cas, d'accès à un recours effectif, donc qui doit être consacré. Mais on a vu que dans l'article 242 du projet de loi portant code de l'environnement, ce droit d'accès à un recours a été considérablement restreint, puisque les associations de défense de l'environnement, pour qu'elles puissent saisir les tribunaux, quand il y a en tout cas un dommage environnemental, il faut qu'elles soient agréées par l'État. Alors que pour nous, on pense que cette condition-là n'est pas une condition nécessaire. Parce qu'une association, dès qu'elle est reconnue, dès qu'elle dispose de son récépissé, elle doit pouvoir exercer tous ses droits, parce qu'on parle de liberté d'association. Donc pourquoi dans le domaine environnemental, on va imposer à des associations donc, le fait de disposer d'un agrément qui doit être délivré par l'État? Donc pour nous, c'était en tout cas un verrou, un obstacle qui était posé sur la voie de l'accès à un recours effectif et on devait en tout cas
faire en sorte que cet obstacle-là soit levé. On avait demandé dans l'article 242 que vraiment qu'on puisse permettre aux associations de défense de l'environnement, dès qu'elles sont régulièrement déclarées, dès qu'elles sont régulièrement constituées et qu'elles œuvrent dans le domaine de l'environnement, pour qu'elles puissent saisir les tribunaux quand l'intérêt pour lequel ils se battent, en tout cas, était agressé. Donc, c'est le cas de l'amendement sur l'article 242. Donc, mais malheureusement, malgré les engagements du ministre de l'Environnement, malgré notre bonne volonté en tant que parlementaire, malgré le fait également les assurances qui avaient été données et le travail participatif et inclusif qui avait été mené lors de l'atelier du partage et le bon esprit qui avait prévalu lors de l'examen du texte en commission, avec même l'engagement du ministre de prendre en compte ces différents amendements et le travail également très important que nous avons fourni pour présenter ces amendements-là, ces 22 amendements-là. Malheureusement, nos amendements ont été rejetés par la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar. Non pas sur la base d'arguments juridiques, techniques ou scientifiques, parce que pour nous, ce n'était pas possible, puisqu'ils n'avaient pas assez de recul, ils n'avaient pas le niveau pour remettre en cause ces amendements, d'autant plus que nous n'avions pas travaillé seuls, nous avions travaillé avec des universitaires, des ONG, des gens vraiment qui ont une expérience et une expertise sur les questions environnementales. Donc, nous n'étions que les porteurs de ces amendements en tant que parlementaires, parce qu'il n'y a que les députés, le Premier ministre ou le Président de la République qui peuvent faire des amendements selon la Constitution. Mais, malgré la qualité de ces 22 amendements-là, nos amendements ont été rejetés. Donc, systématiquement, et le ministre est revenu, en tout cas, sur sa position qu'il avait défendue en commission, c'est-à-dire en jugeant que ces amendements-là étaient pertinents et qu'on devait les prendre en compte. Nous, notre part, c'était de les transformer en amendements. Nous avons fait notre part du travail, mais malheureusement, le ministre est revenu, a fait un revirement de 180 degrés, il a fait volte-face, il est revenu sur en tout cas, sur son engagement pour s'aligner sur la position politique du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Et ce qui est très dommage, ce qui fait que le projet de loi portant code de l'environnement a été adopté en séance plénière malgré toutes ces insuffisances. Et nous jugeons que sur beaucoup d'aspects, c'est une régression même par rapport au code de l'environnement de 2001. Donc, moi, je peux le dire parce que j'étais rapporteur du projet de loi portant code de l'environnement. C'est moi qui ai présenté le rapport de la commission en séance plénière. Sur beaucoup de points, on peut dire qu'il y a eu des régressions, en tout cas, alors que normalement, si ces améliorations-là, si ces recommandations étaient prises en compte, on aurait en tout cas renforcé considérablement et élargi le champ d'application de ce texte, parce que c'est un texte qui est adopté, qui va faire peut-être des décennies. Un projet de loi ne doit pas être adopté à la légère, ou ne doit pas être, c'est-à-dire on ne doit pas tenir compte de considérations politiques, parce que c'est des membres de l'opposition qui ont porté les amendements, que ces amendements-là doivent être rejetés. Et il n'y a eu que 2 amendements qui ont été adoptés. Et ces amendements ont été présentés par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Oumar Youm. Et c'est des amendements pour qui nous n'apportent aucune valeur ajoutée au texte. C'est des amendements qui ont été faits sur l'article 133 et l'article 214. Et en réalité, dans ces articles-là, le projet de loi avait prévu d'interdire tout ce qui est brûlage du gaz à la torche ou le brûlage du pétrole. Donc, vous savez qu'on va aller vers l'exploitation pétrolière et gazière, donc notamment avec le champ GTA et également avec le bloc de Sangomar. Donc, dans cette exploitation pétrolière et gazière, donc, il y a ce qu'on appelle le torchage du gaz ou le brûlage du gaz. Et ça fait partie de l'exploitation. Maintenant, dans le code de l'environnement, c'était interdit, sauf pour quelques exceptions ou quelques dérogations. Mais eux, ils ont fait des amendements sur ces articles 133 et article 214 pour vider
en tout cas faire en sorte que cette interdiction-là ne puisse pas être appliquée. Donc c'est un amendement qui, en réalité, rend service aux compagnies pétrolières et gazières et fait en sorte que les engagements du Sénégal au titre de l'accord de Paris, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne puissent pas être tenus. Et le Sénégal a pris des engagements et a élaboré une contribution déterminée au niveau national et s'engage en tout cas à interdire un certain nombre de procédés industriels ou techniques qui peuvent en tout cas favoriser les changements, les effets néfastes des changements climatiques. Et vous voyez que ces amendements, malgré leur qualité médiocre et le fait qu'elles n'apportent aucune valeur ajoutée à ce projet de loi-là, ont été adoptés et ont été acceptés par le ministre chargé de l'Environnement. Alors que nous, nos 22 amendements, malgré tout le processus participatif inclusif, est vraiment un processus qui est scientifiquement fondé, nos amendements ont été rejetés systématiquement parce que, soi-disant, ces amendements-là ont été présentés par des membres de l'opposition. Et ce qui a amené le fait qu'ils aient été présentés par des membres de l'opposition, c'est que nous avions travaillé au début dans le cadre de la commission de développement durable avec tous les représentants de l'Assemblée nationale qui sont dans les différents groupes. Quand on faisait l'atelier, il y avait des membres de Benno, il y avait des membres de Wallu, des membres de Yewi, des non-inscrits. Mais quand il s'agit de faire des amendements, donc certains membres qui sont du bord de Benno Bokk Yakaar, c'est sûr qu'ils ont subi des pressions. Et donc pour eux, faire des amendements, c'est comme si c'est remettre en cause le travail du gouvernement. Donc c'est cette vision-là un peu étriquée donc, du droit d'amendement qui a été fait. Alors qu'un député a le droit de faire des propositions de loi, a le droit de faire des amendements, c'est dans l'ordre normal des choses. Donc aucun travail n'est parfait. Et nous, en tant que députés, on ne doit pas être simplement une chambre d'enregistrement à l'Assemblée nationale, mais on doit avoir quand même être une force de proposition, une force d'amélioration. C'est ce qui nous a guidés, en tout cas orientés dans notre démarche de faire des amendements. Maintenant, bon, comme le texte a été adopté de manière mécanique par la majorité, que nos amendements aient été rejetés, nous avons constaté que le texte comportait un certain nombre d'insuffisances. Ce qui a amené, conformément à la Constitution, l'article 74 de la Constitution et à notre règlement intérieur, à faire un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc, à saisir le Conseil constitutionnel le 13 juin 2023. Donc, je vais laisser le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, M. Birame Souleye Diop, revenir un peu sur les motivations et le contenu et l'objet de cette saisine du Conseil constitutionnel. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. À la suite du président Ayib Daffé, qui a expliqué tout le processus de travail qui nous a mené lors des travaux en commission et de la plénière à apporter ces contributions-là en termes des amendements et des corrections qu'il fallait apporter. Le constat a été fait que tous ces amendements-là ont été rejetés d'un revers de main. Et comme il a expliqué, simplement parce qu'ils avaient été présentés par l'opposition. Donc, au-delà de la qualité du travail qui a été fait, au-delà de la qualité des contributions qui devaient nous permettre d'avoir un code de l'environnement qui réponde aux standards internationaux, nous avons constaté que nous avions finalement un code au rabais. Mais puisque les voies de droit ne sont pas encore fermées, nous avions choisi effectivement de saisir le Conseil constitutionnel par la voie d'un recours. Et le processus il a été le suivant. À la date donc du 7 juin, la majorité donc a voté pour l'adoption de la loi portant code de l'environnement. À cette date-là, à partir de cette date-là, il nous restait juste 6 jours pour déposer un recours. Donc nous avons été chez le secrétaire général de l'Assemblée nationale pour lui demander la production de la loi qui avait été votée. Et comme réponse, il nous a dit que cette loi n'étant pas encore promulguée, elle ne pouvait être mise à notre disposition. Mais ceci, nous l'avons fait constater par un huissier. Et c'est avec l'exploit d'huissier donc que nous avons déposé ce recours-ci.
Et dans le recours que nous avons déposé, 6 points ont été abordés. D'abord, donc, le premier élément fondant le recours, c'est le fait que le refus de produire la version définitive de la loi votée en plénière. Et cela, donc, c'est une jurisprudence qui existe déjà, parce que, pour rappel, cela a déjà été constaté par des recours qui avaient été déposés par les députés Abiboulaye Dieye et autres, parce que, en son temps, il n'a pas été possible d'avoir la loi qui a été votée en plénière. Donc la loi soumise en commission, la loi présentée avec les rapports de la commission ont été déposés au niveau de la Cour pour attester du vote qui a été fait. Le deuxième élément, c'est que dans la votation, aujourd'hui, le décompte, parce qu'ils disent, a été adopté à la majorité. Mais il n'y a pas, les secrétaires élus n'ont pas fait le décomptage des voix qui ont été pour, qui ont été contre ou qui se sont abstenus. Alors que l'article 78 alinéa 1 et 3 du règlement intérieur précise que les votes se font article par article et également ils se font suivant les amendements qui répondent à ces articles-là. Et l'article 18 alinéa 4 du règlement intérieur dit toujours que les secrétaires élus constatent les votes, ils doivent effectuer le décompte et inscrire dans le PV les résultats des votes. Aujourd'hui, dans les résultats des votes, personne ne peut dire combien de députés ont voté pour, combien de députés ont voté contre. Il a été simplement dit adopté à la majorité ou rejeté, etc., etc. Donc, le défaut de décompte a été également un argument qui a été brandi pour dire que l'adoption de cette loi était une adoption irrégulière. Il y a, comme il l'a dit tout à l'heure, la non prise en compte de l'amendement proposé par la députée, notre collègue Sokhna Ba. Nous le savons tous que l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée nationale, mais également le pouvoir d'amendement appartient au président de la République, au Premier ministre et aux députés. Et l'article 79 du règlement intérieur prévoit que les contre-projets amendements sont déposés par écrit. Et il n'est dit nulle part dans la Constitution ou dans le règlement intérieur que l'exposé des motifs ne pouvait pas faire l'objet d'amendements. Et il vient d'expliquer que c'est de notoriété que l'exposé des motifs soit compris juste sur 2 pages. Nous avons donc ici, dans le projet qui nous a été déposé, un exposé des motifs qui est compris sur plus de 3 pages. Et à titre de comparaison, dans l'adoption du projet de loi sur les laboratoires d'essai, un ministre a proposé un amendement sur les exposés des motifs et celui-ci a été accepté. Donc, vous voyez la comparaison. Là-bas, on permet au pouvoir, parce qu'il a l'initiative, parce qu'il a la majorité, d'avoir des initiatives, donc de proposer un amendement sur l'exposé des motifs, et on le refuse à Yewwi, on le refuse à l'opposition parce que c'est présenté par un député de l'opposition. Et donc, l'amendement présenté par notre consoeur, la députée Sokhna Ba, a été rejeté illégitimement. Donc, nous avons considéré que la loi portant code de l'environnement devait être déclarée non conforme à la Constitution car elle a été adoptée en méconnaissance des règles sur les règles constitutionnelles, mais aussi en violation des règles de recevabilité des amendements, parce qu'on a refusé d'accepter les amendements d'autorité par le président de l'Assemblée nationale sur l'exposé des motifs. En 4e point, il y a eu ce qu'on appelle en fait la violation de l'obligation d'évaluation environnementale des plans et politiques prévue par l'article 25, alinéa 2 de la Constitution. En fait, si on retourne à la lecture des articles 20 et 30 de la loi portant code de l'environnement, il ne mentionne pas expressément les plans dans les documents qui sont soumis à évaluation environnementale ou à évaluation environnementale stratégique. En violation des dispositions de l'article 25.2 de la Constitution qui prévoit que les pouvoirs publics ont l'obligation d'exiger l'évaluation environnementale pour tout plan, projet et programme. Alors, cette obligation constitutionnelle, donc, de prendre en compte les plans dans le champ de l'évaluation environnementale, notamment de l'évaluation environnementale stratégique, vaut aussi pour les politiques. Donc, ceci
n'a pas été fait. Donc les constats ont été relevés, les amendements déposés, mais systématiquement rejetés. En cinquième point, il y a donc la violation du principe de légalité des peines et des délits et de l'obligation pour les pouvoirs publics de préserver l'environnement. Et donc le président Ayib donc, a présenté bien entendu les amendements présentés à travers l'article 133 et l'article 214. Alors, en synthèse, l'article 133 prévoit dans son dernier alinéa, donc en fait dans son dernier alinéa, que au-delà donc de, comme il a dit tout à l'heure, l'accompagnement qui a été fait sur l'interdiction du torchage au gaz et du brûlage du pétrole, il prévoit que donc des sanctions pénales et administratives pouvaient être prévues, devaient être donc prévues et constatées par décret. Ça pose un problème. Ça pose un problème et ça entre en manifeste contradiction avec les principes qui gouvernent la matière pénale. Parce que vous savez que les décrets sont du domaine réglementaire. Mais vous savez tout aussi bien que la matière pénale est exclusivement du domaine de la loi. Ça, donc, il faut vraiment ne pas savoir ou totalement oublier ce qui a été appris en matière pénale pour proposer à ce qu'un décret fixe des sanctions pénales. Parce qu'on le dit bien, il n'y a pas de crime ni de délit sans loi. On ne dit pas sans décret. Nulle peine, nul délit sans loi. Nullum crimen, nullum poena sine lege. C'est ce qui est dit, non? Et on nous propose ici, dans l'article 133, que des sanctions pénales puissent être prévues par un décret. Mais ça, c'est en totale contradiction avec les règles élémentaires de connaissance du droit pénal. Donc, voilà pourquoi également, il y a ici une répartition de la compétence entre la loi et le pouvoir réglementaire qui n'est pas conforme à la Constitution, notamment en son article 67, qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et des délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables. Et en dernier lieu, il y a la violation de la liberté d'association, comme il l'a dit tout à l'heure, et de l'atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et sur ce point, il faut le rappeler, parce qu'on nous dit ici dans l'article 242 du Code de l'environnement adopté le 7 juin 2023 que les associations de défense de l'environnement, lorsqu'elles sont agréées par l'État dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, peuvent introduire des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure administrative ou la procédure de droit commun. Elles peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits conscients des infractions relevant de la présente loi et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour l'objet de défendre. En résumé, ici, on nous dit le ministère de l'Intérieur peut reconnaître une association qui intervient dans le domaine de l'environnement. Donc, en comparaison, on peut reconnaître à une association de défense des droits de l'environnement, on peut lui conférer, de défense des droits de l'enfant, on peut lui conférer, la reconnaissance, le récépissé, on peut le lui donner. Mais pour la défense des droits de l'enfant, on n'a pas besoin d'agrément du ministère pour intenter des actions de protection des enfants ou des droits de l'enfant. Mais pour cette fois-ci, pour la défense des droits de l'environnement, on dit au-delà de l'existence, de la reconnaissance du récépissé, de l'acceptation du récépissé, il faut un agrément. Et pire encore, on ne précise pas qui délivre d'abord l'agrément, on ne précise pas dans quelles conditions l'agrément est délivré, on ne précise pas aussi quelle autorité le fait. Donc on crée ici un vide pour dire, vous êtes association de protection de l'environnement, vous êtes association, on vous le reconnaît, mais il faut aller chercher quelque part dans le Sénégal une autorité qui va vous délivrer un agrément sans vous dire quelle est l'autorité qui vous le délivre. On ne vous dit pas les conditions dans lesquelles cela vous est délivré. On ne vous dit pas dans les conditions dans lesquelles vous devez produire votre documentation pour bénéficier de cet agrément-là. Donc, on crée une condition superfétatoire pour permettre à une association qui intervient dans le domaine de la protection de l'environnement de pouvoir intenter des actions, donc de ester en justice pour la préservation des droits de l'environnement. Mais cela pose question. Cela pose une équation fondamentale. Et là, on dit donc que le contentieux qui découle de l'application du Code de l'environnement n'est pas un contentieux spécial ou extraordinaire qui doit justifier qu'on vous donne un agrément particulier pour vous dire allez-y le faire. Non.
il y a une atteinte au droit de l'environnement, vous intervenez en la matière, donc ici, la constatation de l'intérêt à agir, elle est d'office attribuée. Donc on n'a pas besoin d'un agrément qui est un acte complémentaire, superfétatoire et d'alourdissement de la capacité de pouvoir, disons, agir des associations dans cette matière-là. Voilà pourquoi donc on a dit que cette procédure-là n'est pas un contentieux spécial ou extraordinaire. Il doit obéir aux dispositions du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile, de la loi organique sur la Cour suprême ou des autres textes de procédure contentieuse applicables au Sénégal. Donc cet article 242 viole l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif prévu par l'article 88 de la Constitution. Donc, voilà en substance les raisons fondamentales après le rejet qui ont justifié pour nous qu'on puisse dire on ne laisse pas tomber l'affaire, il nous faut aller au Conseil constitutionnel pour faire le recours. Et nous attendons la réponse de la Cour et nous avons décidé de ne pas laisser l'affaire en instance parce qu'également au-delà du Conseil constitutionnel, nous avons décidé également de saisir les organisations internationales qui interviennent en matière d'environnement et desquelles le Sénégal est membre, pour dire voici le code de l'environnement qui a été présenté au Sénégal, voici les amendements qui ont été présentés par les députés, voici les rejets, voici le recours qui en a été fait, pour permettre aussi à ce qu'on apprécie pour savoir si la documentation, si les amendements qui ont été faits, si les requêtes qui ont été posées devaient justifier l'acceptation de ceci pour nous permettre, comme je viens de le dire, d'avoir un code qui réponde aux standards et qui nous permette de préserver de manière durable notre environnement au regard du contexte dans lequel nous nous trouvons, au regard des menaces qui pèsent sur l'environnement, mais également au regard des centres d'intérêt qui sont en train de naître, notamment avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles le travail de qualité qui a été fait, qui a été rejeté pour des raisons strictement politiciennes, mais le recours qui a été fait, les arguments qui y ont été développés et les actions que nous envisageons de mettre pour nous permettre de faire constater que nous n'avons pas encore le bon code de l'environnement et qui est possible en fait de toujours être amélioré. Voilà donc en substance ce que nous voulions dire. Merci.